Les objections faites à l'historicisme doivent aller plus loin que celles qu'on a adressées par le passé à la stérilité du processus qui transforme en possession morte un esprit autrefois vivant. Plus l'historicisme, surtout en musique, se revendique comme le tuteur de la pratique artistique, et plus violemment il contredit à ce qu'il se donne pour vocation de restituer. Ce qui est historiquement advenu, qui ne relève pas plus d'un progrès linéaire que d'un déclin qui lui serait proprement imputable, ne peut être restitué au gré de la volonté, ni non plus, en dernière instance, à partir du besoin qu'aurait l'esprit d'un monde dont la voûte a été mise en pièces par l'accroissement des forces productives. Cette proposition n'est pas une thèse de philosophie de l'histoire ayant la même valeur générale d'une conception du monde. L'impossibilité de restituer ce qui a été ruiné se lie concrètement dans l'absurdité des tentatives de restauration, eu égard à leur objet. Le rapport légitime aux œuvres d'art authentiques du passé, c'est la distance, la conscience de leur inaccessibilité, non l'empathie qui tâtonne jusqu'à elles et leur fait injure par ses excès d'enthousiasme. Sans malentendu possible, c'est là le lot de la prétendue musique baroque, dont la pratique d'interprétation relève de l'historicisme. Comme le confirment ces dernières publications, la musicologie elle-même s'est heurtée au fait qu'à cette époque, l'instrumentation n'existait pas encore au sens que le XIXe siècle a donné à cette notion. Ce qu'on appelle le son baroque n'a pas été traversé par le sujet-compositeur. Il n'obéit pas à une imagination qui aurait traité la couleur sonore comme un moyen de composition ayant son droit propre. Ce son-là résulterait bien plutôt de ce qu'on avait sous la main, s'il avait à ce titre sa nécessité historique. Il est resté aléatoire du point de vue de l'œuvre singulière. La multiplicité des instruments, raison de l'attirance éprouvée par certains pour cette époque, ne procédait pas de l'idée d'une échelle musicale des couleurs sonores, mais de l'état extra-musical d'une technique pour ainsi dire anarchique de la facture des instruments. Or, la masse d'instruments et de types d'instruments s'est réduite avec la rationalisation critique qui, à la même époque, mit en vigueur le système de l'accord tempéré. Les couleurs sonores que le goût réactualise sont opaques, pauvres et dépassées par des couleurs plus pures et plus lumineuses. Elles n'étaient absolument pas essentielles à la musique de leur temps, comme inversement l'ont été à l'orchestre du XIXe et du XXe siècle les corps à piston et la famille des clarinettes. Le fait que Bach n'ait pas fixé du tout, ou seulement en partie, la mise en œuvre instrumentale de deux de ses œuvres de pleine maturité, l'offrande musicale et l'art de la fugue, est l'expression la plus significative de ce qui est ici en question. Il est permis de spéculer sur le fait de savoir si cette notation, qui en tant que musique en général ménage tant de casse-tête à la pratique moderne, ne procédait pas finalement de cette conscience critique propre au génie que l'idée n'a pas à être mise en œuvre par les moyens sonores dont elle dispose. C'est une difficulté à laquelle se retrouvent confrontés les plus jeunes compositeurs qui cherchent du côté des idéogrammes. Vu sous cet angle, ce serait un non-sens que d'exécuter la musique du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe avec les instruments qui étaient en usage à l'époque. À elle seule déjà, la liberté que laissait le principe du continuo, propre à l'improvisation harmonique, témoigne que le son en usage dans la musique de basse continue n'avait rien d'obligé. L'authenticité historique a peu d'utilité là où l'idée d'une composition authentique et univoque n'est pas encore totalement assise. Au nom d'une fidélité à l'œuvre, on rejoint sans le vouloir, en partant de l'extrême opposé, ce registre du costumé et de musique pour fête de la musique en son et lumière contre lequel on s'insurge romantiquement. Une telle fidélité prétendue devient de l'infidélité parce qu'elle dissimule et oblitère ce qu'elle rêve de restituer dans sa pureté, c'est-à-dire ces éléments structurels que les historiens d'art ont définis comme l'essence du baroque visuel et dont dépend la qualité de la composition. L'ennui déférent qui ménage aujourd'hui la voix à tant de ravissements masochistes a un fondement objectif. La restitution baroquisante laisse intentionnellement inaudible ce qui a lieu dans la musique même, son réseau artériel, le sous-cutané. Seules donc seraient actuelles les interprétations qui, chez Bach, mettraient en évidence le spécifique de la composition, c'est-à-dire les connexions motiviques latentes qui se déploient jusqu'à l'infiniment petit, de même que dans le grand art plastique baroque à suivre Hegel. Les éléments structifs déterminent le phénomène et lui sont présents. On prétend de manière frileuse que ces éléments structifs devraient agir pour eux-mêmes, que l'interprétation, au lieu de les mettre à nu, devrait laisser parler le phénomène musical en lui, épargnant toute différenciation interprétative. C'est là une argumentation fallacieuse.
la part idiomatique, analogiquement linguistique, de toute musique tonale, et il n'y eut pas de musique qui fût plus marquée par la tonalité que cette musique de l'époque de la basse continue, dont le système de signes est effectivement l'abréviation du système tonal, réclame une articulation de type linguistique, ou pour reprendre le terme de Colish, une interponctuation. La composition musicale qui procède par structure, son point culminant se situe dans de nouvelles instrumentations comme celle de Webern, élabore pour le Ricercar à 6 voix, fait litière de cette superstition qui croit à la séparation du phénomène et de son essence, qui déjà simplement phrase, comme les meilleurs clavecinistes en ressentent depuis l'impérieux besoin, signe un pacte dont la logique n'implique rien de moins que ceci, la transgression des limites de ces exercices que construit l'idéal de l'imitation de la pratique ancienne, idéal qui, par-dessus le marché, n'est lui-même qu'une fiction. Si la musique restituait seulement le phénomène, en renonçant à la mise en relief de sa structure, il en résulterait un gallimatia, typique de ce que le terme de non musical qualifiait si bien autrefois. Jouer de manière adéquate, c'est-à-dire selon son sens propre, la grande musique du XVIIe et du XVIIIe siècle signifie utiliser la force de cette musique pour détruire ce qu'il y a en elle de pur et simple style. Ce serait le début d'une revanche bien méritée sur le mauvais usage du style. Quand le baroque fut redécouvert au début du Jugendstil, qu'on l'a revendiqué comme un préliminaire de l'art moderne, selon la formule de Riegel. Plus d'un demi-siècle plus tard, la chose s'est tournée en son contraire. Le baroque est devenu le modèle rêvé et malsain d'un monde sain. C'est pourquoi il faut une fois encore critiquer les catégories de subjectivité et d'objectivité quand elles sont appliquées à cette époque. Ce terme de contradiction parfaitement vide, quand on le tient comme principe du baroque, n'autorise pas du tout à prétendre que le baroque est contradictoire, au sens suivant. D'un côté, la subjectivité serait renforcée par rapport au canon de la forme. De l'autre, la subjectivité n'aurait pas encore été admise à jouer selon la formule inénarrable d'un historien de la littérature, bien en place à propos de la poésie du baroque allemand. Si l'on veut approcher la question cardinale du baroque, il faut refuser de se plier à l'alternative grossière du subjectif et de l'objectif, ni se repaître de la prudence d'une part, d'autre part, il faut au contraire entrer dans la connaissance de la médiation dialectique des deux éléments. On ne manque pas en musicologie d'indications en ce sens. Blum, dans sa dissertation fondamentale sur la musique du baroque, a interprété celle-ci comme le coup de balancier qui s'oppose à l'auto-législation de la musique née pendant la Renaissance. Au dispositif musical purement immanent se sont opposés, pour une part, l'imitation des modèles extérieurs, mouvements, événements, bruit, etc., et pour une autre part, l'expression de mouvements intérieurs, état d'âme, affect. Il considère l'imitation et la théorie des affects comme des catégories clés de la musique de basse continue, comme le prouve d'ailleurs amplement l'esthétique de l'époque et les manifestes musicaux qui ont vu le jour depuis Caccini. Un des moyens essentiels du développement d'un style affectif, poursuit Blum, a été l'application conséquente de la rhétorique à la musique. Sans aucun doute, ce fut là un élément subjectif premier. La musique se veut parlante comme les humains. Cependant, dans la mesure où la rhétorique musicale se réfère aux figures traditionnelles du discours, elle se dote du même coup de traits formels, parce que les figures musicales singulières, pour Blum elles correspondent à peu près au concept de motif, s'ordonnent selon les figures rhétoriques. D'entrée de jeu, donc, la subjectivation de la musique va s'accompagner de son contraire, c'est-à-dire de topoi musicaux. Ces derniers vont alors s'étendre pour pénétrer entièrement le classicisme viennois. En un sens, on pourrait dire de ce classicisme qu'il est la combinaison de ces formules, combinaison portée à l'art suprême et dissimulée derrière l'apparence d'un permanent devenir, bien qu'elle fût de nature kaléidoscopique. Ces formules ne s'écartent pas si radicalement de leur archétype présent dans la plus ancienne des musiques d'affect, jusqu'au moment où le romantisme manifestera une hostilité croissante à l'égard des topoi de composition. Par conséquent, la subjectivation de la musique et la part croissante qui prend un élément mécanique ne proviendrait pas de deux côtés différents pour s'unir après coup. Au contraire, ce sont dès l'origine deux côtés du même, à l'instar de l'unité de l'extrême subjectivation et de l'objectivation dans la philosophie moderne. Au tournant du XVIe et du XVIIe, chez Descartes, le jeu pensant et son auto-certitude libérée vont de pair avec la contrainte du mécanisme. Les topoi musicaux ont jeté des ponts entre l'élément affectif et l'élément tectonique. Autant ces topoi font violence à l'affectif parce qu'ils sont comme ces pions de jeu, autant ils sont indispensables aux affects parce qu'ils sont
leurs représentants dans l'œuvre d'art objectivée. Voilà pourquoi le dernier style qui a réussi portait aussi les marques de l'échec. Ce que Hegel constatait à propos du baroque visuel, à savoir le conflit du vouloir, dont l'extériorisation vers l'objectivité, et de la sensation, l'être pour soi du sujet. Bref, la contradiction entre l'intérieur et l'extérieur devient aussi l'essence antagoniste de la musique. Cette essence conditionne la surévaluation de l'apparence de son en soi, clos sur lui-même, aux dépens de ce sujet qui était la raison de cette clôture. Plus c'est articulé la surface des œuvres, plus c'est déchiré ce qu'elle scelle. Le sujet qui fait de l'objectivité son affaire et qui, autant qu'il le peut, fait du réel son produit, s'oublie dans celui-ci. Trivialisé jusqu'à l'évidence, fétichiser le produit est devenu le vis-à-vis du sujet. L'objectivité de ce qu'on a fait de soi-même fait oublier qu'on l'a tout simplement fait soi-même. La rationalité, quant à elle, maîtrisant entièrement la connaissance à l'époque récente, s'interprète elle-même comme une législation tirant sa règle des critères du nécessaire et du général, grâce auquel elle se soustrait au sujet vivant et l'opprime. Ce processus ne concerne pas seulement la réflexion philosophique prise isolément. Elle s'étend à la couche profonde des rapports sociaux de production et par là même à celle des expériences historiques de l'humanité. Le processus pénètre également l'art en profondeur, si ce n'est qu'il est moins manifeste dans l'art, opposant au monde objectivé du sujet l'image d'une vie immédiate. Le sujet qui, tâtonnant vers son autonomie bourgeoise, veut s'exprimer lui-même et qui, pour en être capable, détruit l'idiome objectif qui lui est donné, a besoin d'un tel idiome pour se faire entendre. Pourtant, il ne dispose pas plus d'une langue de liberté qu'il n'est réellement libre. Il doit commencer par se créer l'idiome ou par l'imaginer en ayant recours à la rationalité qui a rendu possible l'émancipation bourgeoise et qui, de rechef, devrait remplir le vide né de cette émancipation, issue du renversement de l'ordre médiéval. Voilà qui condamne le nouvel idiome à être marqué par cette extériorité, cette rigidité et ce bruit de clapet dont souffrent les topoïs musicaux depuis le XVIIe siècle. S'en libérer a été la tâche du progrès accompli depuis lors par la musique. Cette objectivité que tant de gens éprouvent comme une consolation dans la musique baroque était organisée et d'emblée fallacieuse. L'inclination collective à l'objectivité peut s'expliquer par le fait qu'au stade présent de la conscience, ce nominalisme qui a cru jusqu'à l'extrême en 3 siècles, une telle objectivité, qui est une usurpation au plus profond de l'intériorité, est aussi devenue politiquement le fatal et secret souhait des hommes. Dans le baroque, il s'adresse au phénomène originaire de cet ordre chosal, qui est cramponné au procès de subjectivation et qui, au process de subjectivation, et qui, au bout du compte, vient triomphalement se moquer d'eux depuis le monde administré. Le baroque les justifie à leurs yeux comme s'il était une figure intacte venue du temps d'autrefois. Grâce à lui, ils découvrent l'aura du sens. Les motifs massifs et ronronnants au déroulement desquels s'apaise la nostalgie régressive sont les formules d'une adhésion collective dont le principe propre est le désaveu de l'obligation qu'elle proclame. Dans cette mesure, le concept introduit par Blum d'une hétéronomie de la musique baroque dépasse largement ce qu'il entend par là. Il faudrait l'employer de manière critique. Fait un mauvais usage du baroque celui qui, à partir de l'autonomie, choisit cet élément hétéronome, c'est-à-dire choisit une non-liberté à partir d'une réelle demi-liberté, en laquelle personne n'a jamais vraiment confiance. L'ornement a été sacrifié à la conscience esthétique critique autant qu'au désenchantement du monde. La conscience totalement affaiblie des hommes voudrait s'accommoder d'un tel monde. En tant qu'il est désenchanté, ce monde est resté le monde réifié, un monde de marchandises. Le baroque est pour eux le garant de l'ornement refoulé et désiré. Il leur donne ainsi bonne conscience puisqu'il est ce style qui autorise et réclame l'ornement. Mais l'ornement prétendument intact vers lequel ils fuient est l'expression du même principe que celui devant lequel ils prennent la fuite. L'unité du bourgeois et de l'absolutisme qui les tire vers le baroque est devant leurs yeux comme le symbole de cet ordre mortel dans lequel l'implication de la société bourgeoise se renverse en oppression totale.